Bienvenue dans votre journal Afrique. À la une de l'actualité, la Mauritanie. 3 scrutins électoraux avec en ligne de mire l'élection présidentielle dans un an. On votait aujourd'hui pour renouveler l'Assemblée nationale, les conseils régionaux et municipaux. Pour la première fois, la jeunesse sera mieux représentée. Les détails dans un instant. Triste record pour la migration vers l'Europe. Près de 42 000 traversées depuis le début de l'année, une hausse de 300% par rapport à l'an dernier à la même époque. Des réseaux de plus en plus structurés du côté des passeurs. Reportage dans un instant. Comment faire du numérique un facteur de développement pour le continent? Administration, économie, services. Comment hâter la transformation digitale et combler le fossé entre ceux qui ont et ceux qui n'ont pas accès à l'Internet? Nous recevrons Mohamedou Diallo, fondateur des Assises de la transformation numérique en Afrique. La journée électorale a donc été dense en Mauritanie. 1,8 million, 1,8 million électeurs appelés aux urnes, 25 partis en lice et 3 scrutins électoraux. Les Mauritaniens votaient pour les représentants de l'Assemblée nationale, des conseils municipaux et régionaux. Leur pays est un espace de stabilité dans un Sahel en proie au djihadisme. À un an de la présidentielle, ce triple scrutin fait figure de test pour le président Razouani. On écoute les précisions de notre correspondante à Nouakchott, Léa Breuil. Dès 7h du matin, et ce malgré la chaleur écrasante, les Mauritaniens ont afflué dans les bureaux de vote. La Commission nationale relatait déjà 18% de participation à midi. Et dans les files d'attente, il fallait être patient. Certains m'ont confié avoir attendu pendant 2 heures. Il faut dire aussi que cette année, pas moins de 6 bulletins de vote étaient à déposer dans les urnes. Alors il fallait aussi accompagner les électeurs pour pas qu'ils ne se trompent. Pas de quoi pour autant décourager les soutiens du parti au pouvoir El Insaf ou ceux des grands partis d'opposition comme le parti islamiste du Tawassoul ou le parti Sawab, rejoint par l'ancien député anti-esclavagiste Biram Dahabed. Mais malgré leurs divergences, tous m'ont confié qu'ils souhaitaient du changement. Beaucoup de choses, des droits des citoyens, de la propreté de la ville, beaucoup de choses, des infrastructures. On donne encore une chance pour le parti INSAF pour faire mieux. En fait, plus d'opportunités pour les jeunes pour l'emploi, l'égalité aussi, côté ethnique, que tout le monde s'entende bien. On espère réellement qu'il y ait vraiment une opposition quand même un peu forte quand même. À un an de l'élection présidentielle, ces élections constituent donc un premier test pour le parti au pouvoir El Insaf qui espère bien conserver sa majorité. En Mauritanie, les 14-35 ans représentent 78% de la population. Pour la première fois cette année, ils devraient être mieux représentés à l'Assemblée nationale, puisque tous les partis ont dû présenter une liste avec des candidats de moins de 35 ans. Et un bulletin de vote leur a été consacré en cette journée. On regarde le reportage de Léa Breuil. Dès l'ouverture des bureaux de vote à 7h du matin dans le stade olympique de Nouakchott, les Mauritaniens sont arrivés en masse. Parmi les électeurs, de nombreuses femmes, mais aussi de nombreux jeunes. Ahmed a 30 ans. Pour lui, ce triple vote est crucial pour faire entendre la voix de la jeunesse avant l'élection présidentielle de 2024. Beaucoup de jeunes espèrent, après cette élection, qu'il y a une amélioration sur le plan chômage, sur le plan travail, sur le plan moyen de vivre. Pour cela aussi, les jeunes restent optimistes malgré les difficultés. 238. Pas moins de 6 bulletins étaient à déposer dans les urnes, dont un cette année exclusivement réservé aux candidats jeunes de moins de 35 ans. 11 sièges leur seront même attribués d'office à l'Assemblée nationale pour améliorer leur représentation. Une motivation supplémentaire pour ce jeune travailleur. C'est blanche, c'est cette liste qui fait la fierté des jeunes. Ces jeunes se retrouvent dans ces candidats. C'est des candidats jeunes qui savent les préoccupations, qui savent qu'est-ce que les jeunes attendent d'eux. Les seuls gestes qu'ils ont à faire, c'est de venir voter aujourd'hui. Dans cet autre bureau de vote de Nouakchott-Ouest, Fatoumata, 18 ans, vote pour la première fois. Parmi ses motivations, cette nouvelle liste pour les candidats jeunes, mais aussi celle consacrée aux candidates femmes depuis 2013 pour mieux les représenter. Pour l'étudiante, le changement des mentalités passera aussi par la mobilisation. En tant que femme aussi, les femmes, on devrait voter, on ne devrait pas laisser nos cartes d'identité et laisser à la maison. C'est pas du tout bien, je trouve pas, c'est pas normal. Il faut que les gens savent que les femmes ont une grande place dans la société. En Mauritanie, 78% de la population a entre 14 et 35 ans, des jeunes qui attendent beaucoup de ces élections.
Au Mali, réaction officielle du gouvernement de transition au lendemain de la publication de l'ONU sur le massacre de Moura. Selon l'ONU, au moins 500 personnes ont été exécutées par l'armée, par ses supplétifs. Le gouvernement de transition informe donc l'opinion nationale et internationale, je cite, qu'à aucun moment ni la MINUSMA ni le Haut Commissariat aux droits de l'homme ne lui ont adressé une demande d'autorisation pour prendre des images de Moura grâce à des satellites. Et donc, selon le gouvernement de transition, en utilisant des satellites, la mission a donc manœuvré clandestinement contre la sécurité du Mali. Je cite, par conséquent, le gouvernement de transition décide d'ouvrir immédiatement une enquête judiciaire contre la mission d'établissement de ces faits et ses complices pour, ouvrez les guillemets, atteinte à la sûreté extérieure de l'État. Voilà, réaction aujourd'hui du gouvernement de transition du Mali après donc les documents publiés par l'ONU, la publication de l'ONU sur le massacre de Moura. On y reviendra dans nos prochaines éditions. La déclaration signée entre les belligérants s'engageait pourtant à protéger les civils et à faire acheminer l'aide humanitaire. C'était dans la nuit de jeudi à vendredi. Pourtant, aujourd'hui, les armes ont continué de retentir au Soudan. Les émissaires des généraux Al-Bourhan et Daglo Emeti sont toujours en Arabie Saoudite où ils tentent de négocier une trêve. Les combats ont commencé à la mi-avril dans ce pays et ont déjà fait plus de 700 morts et presque 1 million de déplacés dans les pays voisins. C'est un bien triste record. Les traversées de migrants par la mer Méditerranée n'auront jamais été aussi nombreuses. Selon Frontex, l'agence européenne, elles ont augmenté de près de 300% par rapport à l'année dernière, à la même époque. Et les réseaux de passeurs sont de plus en plus structurés. On écoute les explications de Sophie Goldstein. Des migrants clandestins interceptés par des gardes-côtes tunisiens. Éteindre le moteur, les passagers du petit bateau implorent les agents de les laisser continuer leur route au contraire. Ils se résignent finalement à abandonner leur traversée. De retour au port, certains laissent libre cours à leur déception. Je suis beaucoup frustré, beaucoup. Parce que tu t'imagines 3 ans d'économie, je mets juste un peu au moins sur 200 dinars d'économie de côté et c'est fini, ça y est. Soudanais, Syriens, entre autres, les candidats à l'immigration en Europe sont de plus en plus nombreux à tenter leur chance au départ de la Tunisie. Près de 5 fois plus de migrants ont été arrêtés sur les 4 premiers mois de l'année qu'en 2022, affirme ce responsable. Environ 17 000 personnes contre 3 000 sur la même période. Maintenant, les organisateurs et les intermédiaires sont des subsahariens et ils fabriquent ou achètent des bateaux à moteur eux-mêmes. Des embarcations en métal qui ne servent qu'une fois, confirme ce responsable de Frontex. Nous n'avons jamais vu une telle augmentation sur la Méditerranée centrale depuis 2016. 42 200 migrants sont ainsi arrivés illégalement dans l'Union européenne par la Méditerranée entre janvier et avril 2023, plus 300% par rapport à 2022 sur la même période. J'ai pas de choix, chef. Le rêve d'Europe s'achève souvent au fond de la Méditerranée. Plus de 1450 décès ont été enregistrés par l'Organisation internationale pour la migration en 2022. Sur les côtes de Sfax, des dizaines de personnes sont enterrées chaque jour, affirme un responsable de santé. On passe à présent à notre page des sports et on commence par du football avec à Casablanca la 2e demi-finale aller de la Ligue africaine des champions. Bonsoir Alice-Laure. Bonsoir Dominique. 2e demi-finale qui oppose en ce moment le Wydad de Casablanca au Mamelodi. Pour l'instant, nous sommes à la 76e minute, 0-0 entre les deux équipes. Je rappelle que lors des 2 dernières confrontations, le Mamelodi s'était imposé. En revanche, les Marocains n'ont jamais réussi à battre les Sud-Africains. Le tableau des demi-finales retour, ce sera le 19 mai prochain au Caire, Al Ahly Espérance de Tunis et le lendemain, Mamelodi contre le Wydad de Casablanca. Et
puis demain en Algérie se joueront les demi-finales de la CAN des moins de 17 ans. Oui, 2 demi-finales à Constantine. Le Maroc affrontera le Mali et à Annaba, le Sénégal sera opposé au Burkina Faso. Les lionceaux de la Teranga, époustouflants depuis le début de la compétition, ont participé hier sous la pluie à leur premier entraînement. Des lionceaux favoris face au Burkina Faso. Depuis le début de cette CAN, ils nous ont offert un festival offensif. 12 buts encaissés et 12 buts marqués et 0 encaissés. Des lionceaux encouragés par le grand frère, le capitaine des Lions, Kalidou Koulibaly. Continuez à nous faire rêver. La route est encore longue, une demi-finale et une finale pour pouvoir arriver à ce trophée. Mais vous êtes capables, qu'Allah vous facilite. En tout cas, on est de tout cœur avec vous. Tous les Sénégalais sont derrière vous, tout le peuple sénégalais et surtout tous les lions de la tanière sont avec vous. On espère que vous ramènerez cette coupe à la maison. En tout cas, étape par étape. Le prochain match, la demi-finale, on compte sur vous pour gagner ce match qui va être difficile. Ne vous relâchez pas et j'espère que je vous enverrai un message après le prochain match, Inch'Allah. En tout cas, on est ensemble. Força Sénégal, allez les Lions, Demba Dier. Alors le Burkina Faso, à l'image de leur entraîneur, veut jouer crânement sa chance. Les étalons avaient raté leur entame de tournoi, battu par le Mali, avant d'éliminer le Cameroun, tenant du titre, et le Nigeria. On va écouter l'entraîneur des étalons, propos recueillis par Bassirou Sorgho. Si on est aujourd'hui en demi-finale, ce n'est pas pour rien. Voilà. Et nous avons aussi gagné des grandes équipes avant d'être en demi-finale. Chacun respecte son rang et nous, on est fiers de notre rang. Et on n'a pas volé notre qualification. Voilà. Mais il y a le Sénégal qui est là. C'est une grande équipe et les statistiques, en tout cas, leur donnent favoris. Mais tant mieux. Nous, on va jouer contre les favoris. Et Inch'Allah, je pense que nous, on va en tout cas aller en finale. Allez, retour en France avec la Ligue 1 et la victoire de Lens qui consolide sa deuxième place en division d'élite. Effectivement, Lens encore renversant hier soir, mené et en infériorité numérique face à Reims. Les Nordis se sont imposés dans un stade plein, score final 2-1. Salis Abdoul Salem, le milieu de terrain ghanéen, fait son retour après 3 matchs de suspension. On l'écoute au micro de Karim Baldi. Comme depuis la saison, on lâche rien. Du coup, on s'est dit, même s'il y a 10, on peut le faire. Et du coup, on s'est dit, on lâche pas. Et on se donne à fond, nous tous, à 10. Même si c'est à 10, on reste toujours une équipe forte, solide. Et là, on va dire, c'est une victoire inoubliable. Voilà, c'est le 16e succès de la saison à domicile pour Lens en 18 matchs. Les 100 et or portés par leur capitaine, Seko Fofana, a encore marqué hier, comme la semaine dernière dans le choc face à Marseille. L'international ivoirien, très apprécié par Franck Hez, son entraîneur. On l'écoute. C'est une locomotive qui on en a quelques-unes, mais c'en est une vraie, qui tire tout le monde. Et c'est important d'avoir ce type de joueur, au-delà de ses qualités de joueur, mais ce type de personnalité dans une équipe. Donc voilà, et il est bien où il est, il sait qu'il est bien entouré, et il peut donner 100%, voire peut-être même un peu plus de son potentiel. Et puis dans le camp d'en face à Reims, les espoirs de qualification pour la Coupe d'Europe sont envolés. Oui, des espoirs qui ne doivent pas faire oublier la belle saison des Champenois et qui sont de bon augure pour la suite, comme l'espèrent 2 des Africains de cette équipe, le capitaine international marocain Younis Abdelhamid et le milieu zimbabwéen Marshall Muntesi, qui vient de signer un nouveau contrat jusqu'en 2027. On les écoute. On est une bonne équipe, on a travaillé bien pour arriver ici, mais ce n'est pas fini encore. Il reste 3 matchs pour gagner à domicile contre Angers et pour aller à Lyon, mais je pense qu'on va continuer à travailler bien ensemble. La leçon qu'on va retenir aujourd'hui, c'est qu'il nous manque ce petit palier pour devenir une équipe européenne. Je pense que ça fait partie des ambitions du club. Là, on voulait l'objectif était d'être entre la 8e et 12e place, mais quand on voit la qualité qu'on a dans notre équipe, les adversaires comme Lens ou Marseille ou Paris qu'on est capable de mettre en difficulté, et après dans la gestion des émotions, dans la gestion des scénarios de match, je pense qu'il va falloir progresser pour basculer avec les équipes devant nous.
Merci Lise-Laure. Merci. À demain pour d'autres actualités du sport. Il est un des chanteurs les plus écoutés sur le continent et ailleurs. 2 ans après son dernier concert à Paris, Fally Ipupa revient avec un concert unique. Ce sera le 25 novembre au Paris La Défense Arena. C'est la plus grande salle fermée d'Europe. Estelle Martin, pour notre édition du 64 minutes, a rencontré l'artiste congolais qui s'est confié sur sa rencontre avec le président Macron, sur sa musique et aussi sur ses engagements. Extrait. Je voulais revenir sur cette photo. Emmanuel Macron, est-ce qu'il sera à ce concert? Parce que vous l'avez rencontré lors de sa visite en mars 2023. Alors racontez-nous un peu comment ça s'est fait. Est-ce qu'il aime la rumba congolaise? Ouais, il aime la rumba. Il a découvert aussi une autre partie, une autre facette de la musique. Et donc voilà, par contre, je ne sais pas s'il viendra, je ne l'ai pas invité. Non, je ne sais pas. Donc vous ne deviez pas être, comment dire, intimidé, puisque vous êtes en 2014, Barack Obama vous avez convié. Oui, je croise beaucoup de décideurs de ce monde. Mais voilà, notre rencontre, j'avais des choses à lui soumettre. Et j'ai répondu présent à son invitation. Et il a été agréable. Vous êtes surpris? Là, en ce moment, il est un petit peu, pas très bien vu en France. Est-ce que ça vous surprend? Est-ce que vous... Moi, je ne suis pas politique ni politicien, donc je ne parle pas de la politique. Est-ce que vous auriez envie de vous lancer en politique, un peu comme Youssou N'Dour? Est-ce que ça vous intéresse ou pas? Je ne suis pas intéressé. Pas intéressé, donc la pas politique, de politique c'est loin de moi, en fait. Voilà, je préfère être chanteur. Ouais. Et pourquoi on vous surnomme l'aigle? Parce que j'ai une vision de l'aigle. Très bien. Écoutez, merci beaucoup Fally Ipupa de nous avoir accordé cet entretien. Donc on vous souhaite un très bon concert. On rappelle, le 25 novembre. Le 25 novembre, ouais. Voilà, devant plus de 40 000 personnes. C'est ce que vous souhaitez? Ouais, c'est ce que je souhaite. D'ailleurs, pour épingler notre rencontre avec le président Macron, c'est aussi pour aider l'Est. Ça devient un peu notre quotidien, même si on en parle et on veut que ça cesse, ça prenne fin, mais bon, on voulait aussi apporter un peu de l'aide à nos frères et sœurs de l'Est, et donc ils ont pu débourser 84 millions pour le peuple de l'Est, et ça c'est déjà une bonne chose. Vous savez, il y a vraiment des gens qui souffrent à l'Est du pays. Oui, à cause du conflit, on en parle beaucoup. Des familles déplacées à cause du conflit. Moi-même, avec ma fondation, j'ai déjà envoyé une ambulance médicalisée à l'hôpital général de Goma en 2013. On a je suis aussi ambassadeur contre la lutte des recrutements des enfants soldats. Je suis ambassadeur UNICEF. Mais là, cette fois-ci, c'était aussi pour parler de la situation de l'Est et puis voir comment on pouvait les aider. Et puis, Dieu merci, ils ont pu avoir 84 millions, entre autres grâce à notre rencontre. Donc voilà. Mais je reste apolitique. Les histoires des politiciens et la politique... Reste en politique. Et pourtant, est-ce que vous faites partie de ces artistes qui boycottent, par exemple, et ne vont pas au Rwanda pour manifester leur désapprobation? C'est important. Ah ouais, le Rwanda, aujourd'hui, je n'ai rien contre le peuple rwandais, parce que c'est pas tout le peuple rwandais le problème, et c'est le système, en fait. Non, j'irai pas au Rwanda, moi, faire des concerts. Et c'est la fin de la première partie du Journal Afrique. Tout de suite, place au MAG. Comment faire du numérique un facteur de développement pour le continent? Administration, économie, services. Comment hâter la transformation digitale et combler le fossé entre ceux qui n'ont pas accès à Internet? Mohamedou Diallo, bonsoir. Bonsoir Dominique. Et bienvenue au Journal Afrique de TV5 Monde. Alors vous êtes le fondateur des Assises de la transformation digitale en Afrique. La prochaine édition, ce sera le 19 et le 20 mai prochain, c'est-à-dire vendredi, samedi prochain. Comment ça se passe? Quel est le programme et qu'est-ce qu'on va y voir? Alors, merci beaucoup pour l'invitation. Donc, nous allons faire la 12e édition des Assises de la transformation digitale que nous organisons depuis une douzaine d'années. Cette année, ça passe à Madagascar. Donc, nous allons réunir tout l'écosystème de la transformation digitale en Afrique pour, pendant 2 jours, évoquer un sujet crucial qui est le capital humain. Parce qu'aujourd'hui, si on a les infrastructures, on a l'argent, on a tout ce qu'il faut. Sinon, pas le capital humain, je pense qu'on rate une cloche. Donc là, fondamentalement, donc, on va vers ces Assises de la transformation digitale pour justement parler et évoquer ensemble sur les enjeux de la transformation digitale, vu du point de vue du capital humain. Voilà, donc c'est sur 2 jours de conférence qui va réunir tous les acteurs. Quand vous parlez du capital humain, vous parlez des acteurs, du développement, enfin du numérique, mais aussi de monsieur et madame tout le monde. Qu'est-ce qu'ils peuvent faire pour
hâter, pour améliorer ce processus de transformation digitale de notre continent? Alors, donc, quand on parle de capital humain, donc, fondamentalement, on parlera de formation. Donc, l'enjeu qui est important aujourd'hui, on a un déficit en capital humain, on a un déficit en matière de talent. Donc, il va falloir former davantage des compétences, que ce soit des hommes et des femmes, dans le domaine de la transformation digitale. Quel type de formation, par exemple? Donc, on a besoin des ingénieurs, donc on a besoin des data scientists, parce qu'aujourd'hui, de plus en plus, on parle de l'intelligence artificielle, on parle du traitement des données, donc du numérique. Et aujourd'hui, on parle également d'un sujet crucial qui est la cybersécurité. Et aujourd'hui, que ce soit en Afrique ou partout dans le monde, on a un déficit de talent. Et il faut former davantage de talents pour justement faire face à ces défis qui se font de plus en plus inquiétants en Afrique. Alors, vous parlez des talents, ce sont aussi des talents qui vont créer, par exemple, des services numériques, des start-up, etc. Mais là encore, pour pouvoir constituer des champions du digital et d'une économie sur le continent, il faut des structures, il faut des gens qui financent. Et il faut aussi des gens qui sachent comment aller chercher ceux qui peuvent les financer. Est-ce que ce sont des sujets qui seront abordés au cours de votre événement? Est-ce que les liens entre les deux, ceux qui font et ceux qui peuvent financer, seront faits? Bien sûr. Donc, on aura des acteurs comme la Banque mondiale, comme l'IFC, donc qui fait partie de la Banque mondiale. La Société financière internationale. On aura également des startups, parce que, comme vous le savez, les startups africaines ont levé plus de 4,5 milliards de dollars l'année dernière. Donc, c'est une performance donc plus de 5% de plus par rapport à l'année d'avant. Et donc, ils font la fierté de l'Afrique. On voit de plus en plus émerger des entreprises, des pépites dans le domaine de l'innovation. Et je pense qu'aujourd'hui, quand on fait rencontrer ces startups-là et ces acteurs qui financent ces innovations, c'est fondamental qu'ils puissent se rencontrer et discuter sur les enjeux de la transformation. Et aujourd'hui, on est ravis de voir, il y a aujourd'hui plus de 100 startups qui ont levé au moins 1 million de dollars l'année dernière. Et je pense que ça va progresser de façon significative dans les années à venir. Alors, le numérique peut aussi être un levier de développement, notamment pour les démarches administratives. Le Bénin rêve de devenir la plateforme numérique de l'Afrique. C'est un objectif qui passe notamment par la dématérialisation des démarches en ligne qui a été initiée dans ce pays depuis 2020. Et donc aujourd'hui, plus de 150 services administratifs sont disponibles en ligne. Et une soixantaine sont même à 100% dématérialisés. Mais sauf que dans un pays où 75% de la population n'a pas accès à Internet, eh bien, cette révolution risque d'accroître les inégalités. On regarde le reportage d'Emilien David. Ces démarches administratives, Joril Jospin les fait désormais depuis chez lui. Ce jour-là, en quelques clics sur Internet, il obtient un extrait de son casier judiciaire. C'est révolutionnaire. Genre juste là, maintenant j'ai juste mon date de naissance, je fais juste la photo, j'envoie. Avant, il fallait aller à la mairie, que tu attendes des heures, voilà, tu viens un peu en retard, il y a déjà une longue file d'attente qui t'attend. Depuis 2020 au Bénin, 62 services sont ainsi 100% dématérialisés. Impossible donc de les faire en mairie. Mais selon la Banque mondiale, seuls 26% des Béninois ont accès à Internet. Alors le gouvernement a mis en place 43 points numériques communautaires à travers tout le pays, comme ici à Dassa. Bonsoir monsieur. Bonsoir, comment vous allez ? Dans ce centre, des ordinateurs et une connexion Internet sont à la disposition du public. Et les bénéficiaires peuvent se faire accompagner dans leur démarche, une aide indispensable pour Armand Wambo. Monsieur, ici nous allons entrer votre nom. Toutes ces choses qu'on peut faire sur Internet, c'est surtout bien pour les intellectuels. Mais pour les illettrés comme moi, c'est impossible. Si personne ne m'apprend comment faire, je ne peux pas me débrouiller. Selon la Banque mondiale, moins d'une personne sur deux est alphabétisée au Bénin. Alors, avec la dématérialisation des services, beaucoup se sentent écartés. D'autant plus si, comme Armand Wambo, ils habitent dans un village dépourvu d'infrastructures. Regardez notre village. On n'a pas d'eau, pas d'électricité et encore moins de connexion Internet. Comment voulez-vous qu'on fasse? On nous oblige à faire beaucoup de routes pour trouver de l'aide. Le gouvernement nous oublie complètement. Les autorités annoncent même vouloir poursuivre la dématérialisation des démarches administratives. Plus de 150 services en ligne sont actuellement développés. Monsieur Diallo, quand on regarde ce reportage, on se dit que souvent, même quand on développe des services numériques, en fait, ils peuvent arriver qu'il y a une minorité la plus aisée. Comment est-ce qu'on peut faire pour réduire ce qu'on appelle donc la fracture numérique ?
Tout à fait, il y a un gap qui est là. Il va falloir investir davantage sur les infrastructures pour donner accès à des gens qui sont dans le milieu rural, des infrastructures nécessaires donc, à accéder à Internet. Aujourd'hui, on le fait avec le mobile. Donc à travers le mobile, on arrive aujourd'hui à donner accès à beaucoup de milliers de personnes dans les zones urbaines. Je pense qu'il y a des efforts à faire davantage pour donner cette connectivité-là. Également, il y a le coût. Aujourd'hui, dans certains pays, on a la connexion haut débit qui peut-être va coûter l'équivalent d'un salaire mensuel pour l'abonnement. Donc c'est des choses très importantes qu'il va falloir travailler davantage. Alors justement, à ce sujet, il y a le plus long câble sous-marin au monde qui a été inauguré le 8 novembre à Marseille. C'est le câble 2 Africa qui doit permettre au continent africain d'avoir un meilleur accès à Internet. On en est où et à partir de quand est-ce que grâce à ce câble, les Africains seront mieux connectés? Tout à fait. Donc il y a les pays enclavés, donc il y a les pays qui sont sur la côte, qui ont accès à ces câbles de fibre optique haut débit. Ça arrive par la mer. Ça arrive par la mer. Et donc ces pays-là ont accès à ces câbles haut débit. Et donc le temps que ça arrive dans les zones beaucoup plus enclavées, ça prendra un peu de temps. Et puis également, il y a le problème du coût d'accès à ces infrastructures qui est très important, qu'il faudra également résoudre. Donc ça nécessite encore davantage des investissements beaucoup plus importants. Mais la transformation digitale est en marche. Merci beaucoup, Mouhamadou Diallo, fondateur des Assises de la transformation numérique en Afrique. Un dernier mot peut-être sur ces assises. Il y aura également le Conseil des ministres du numérique africain qui se tiendra. À l'occasion donc de ces assises de la transformation digitale, donc nous allons réunir avec notre partenaire Smart Africa plus de 10 ministres africains qui vont venir pour discuter de ces enjeux et parler un Conseil des ministres du numérique à cette occasion-là. Merci à vous, Mouhamadou Diallo. Merci à vous et c'est la fin de ce journal. Merci Dominique. Merci de votre fidélité. À demain.